Dans cette pièce, alors que les tableaux d'elle sont rares, il y a entre autres une toile attribuée à Pierre Mignard, sur laquelle on voit Françoise Scarron représentée en vierge, et les deux premiers enfants du roi et de Madame de Montespan. Quelle est l'importance de cette toile, Alexandre Maral? Alors cette toile, elle nous a été prêtée par le château de Maintenon et elle est tout à fait importante par son iconographie, parce que la veuve Scarron est représentée sous les traits de la Vierge et elle tient sur ses genoux en guise d'enfant Jésus, le comte de Vexin, donc qui est le deuxième enfant. Le petit duc du Maine est figuré sous les traits de Saint Jean-Baptiste. Donc c'est très curieux d'avoir ces protagonistes figurés en membres de la famille de Jésus, la Sainte Famille, voilà. Alors, c'était pas une chose tout à fait exceptionnelle de faire ça, mais c'était en général des familles légitimes. Tandis que là, il y a quelque chose d'assez assez amusant. Et donc, cette iconographie méritait vraiment d'être présente dans l'exposition, surtout que, en fait, il n'y a pas tant de portraits d'elle que cela. C'est une femme dont on parle beaucoup, mais qui a été finalement assez peu représentée. Et donc, tous ces portraits ont quelque chose à nous dire et c'est important de les montrer. Alors là, cette fonction de gouvernante va lui permettre de s'établir en 1673 à la cour. Quelles conséquences, et on imagine qu'elles sont nombreuses, Mathieu Davina, eh bien cela aura sur sa vie? Oui, en 1673, en fait, le roi prend la décision de légitimer ses premiers enfants. Auparavant, ils étaient élevés en dehors de la cour. Alors, c'était une sorte de secret de polichinelle, puisque Madame de Montespan arrivait à la cour, évidemment, avec un ventre qui ne cachait rien de sa grossesse, et même elle s'en prévalait pour montrer la faveur dans laquelle elle se trouvait. Néanmoins, on n'en parlait pas. On sait très bien que Madame de Dicourt, qui a eu le malheur d'en parler, a été immédiatement disgraciée et a mis quelques années avant de revenir à la cour. En 1673, à la fin de l'année 1673, Louis XIV décide de légitimer les enfants, et pour cela, il reprend un exemple qui avait déjà été utilisé pour un autre membre de la famille royale, et il va nommer ses enfants comme en étant le père, mais il ne nommera pas la mère. Ce qui est assez étonnant, puisqu'en général, on connaît plutôt la mère avant de connaître le père. C'est ça. Mais là, on a une légitimation qui fait que ces enfants peuvent paraître à la cour, et s'ils sortent de l'anonymat, leur gouvernante également. Donc, Madame de Maintenon arrive à Saint-Germain, donc est tout à fait identifiée comme étant la gouvernante de ses enfants. Et c'est vrai que Louis XIV, par la suite, va fréquenter de plus en plus Françoise d'Aubigné, va l'apprécier de mieux en mieux. Et avant même que ce rapprochement ne naisse, c'est surtout un rapprochement et une reconnaissance qu'il a envers cette femme qui a élevé, qui élève ses enfants, et ça va se matérialiser par l'octroi de gratification. Et on sait qu'en 1674, elle a déjà obtenu 300 000 livres. Alors qu'est-ce qu'elle en fait? Immédiatement, elle se sécurise, puisqu'elle a certainement ce souvenir de sa jeunesse pauvre, et elle investit dans la pierre. En l'occurrence, elle achète la terre et châtellenie de Maintenon, qui n'est pas encore un marquisat. Et Louis XIV a la bonté, comme elle le dit dans sa correspondance, parce qu'elle l'achète au mois de décembre 1674, et dès le mois de janvier, elle dit que le roi a la bonté de l'appeler Madame de Maintenon. Il faut savoir que quand on achetait une terre, à l'époque, on n'en prenait pas nécessairement le nom. Finalement, c'est à ce moment-là, en janvier 1675, qu'elle devient Madame de Maintenon et qu'elle est clairement identifiée par les courtisans comme étant quelqu'un qui désormais compte à la cour. Allez, on passe à la salle numéro 3. Nous sommes précisément dans la chambre de Madame de Maintenon. C'est la chambre et c'est une pièce très importante de cet appartement. D'abord parce que c'est la pièce où elle vivait le plus, c'est sa chambre. Et puis c'est aussi la pièce où le roi se rendait chaque jour pour la voir, mais aussi pour y travailler, seul ou avec tel ou tel ministre. Et il faut imaginer que dans cette pièce, les grandes décisions du règne se sont préparées. Et donc c'est une pièce toute petite, mais quand on voit ce qu'a été ce règne, eh bien on ne peut qu'être saisi d'émotion. Donc c'est vraiment là la section centrale de l'exposition, parce que donc nous évoquons le mariage de 1683, le mariage qui l'a fait entrer dans la famille royale. Elle devient la compagne de Louis XIV, et c'est donc un tournant extrêmement important dans sa vie et puis dans l'histoire du règne aussi. Alors, les sautes d'humeur de Madame de Montespan commencent sérieusement à agacer Louis XIV. Et en 1679 éclate l'affaire des poisons. On ne va pas ici rentrer dans les détails, on n'aurait pas le temps, même si ce serait très intéressant. Mais cette affaire va provoquer la disgrâce de Madame de Montespan. C'est en 1691 qu'elle quitte la cour pour Paris.
Ça veut dire elle a tout vu, elle a tout vécu. On rappelle quand même que le mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon, 1683, comment l'a-t-elle Elle devait pas vécu? être parmi les témoins, hein, je pense pas. Oui, non. Alors ça serait une grande trouvaille. Mais comment elle l'a vécu? Est-ce qu'on a des écrits, quelque chose là-dessus? On sait que Louis XIV s'est montré très courtois auprès de Madame de Montespan et qu'il lui rendait visite, même après la fameuse disgrâce. Il allait la voir tous les après-midi, lui rendre visite comme si de rien n'était. Vers 14h, 14-15h, il passait une demi-heure. Alors après, on n'a pas de témoignage parce que Madame de Montespan n'a pas écrit. Oui. Néanmoins, on le lit à travers les lignes de la correspondance de Madame de Sévigné qui voit bien l'humiliation de Françoise de Rochechouart, qui n'a pas vu, et qui certainement n'a pas compris comment cette Françoise d'Aubigné, sortie de sa province pauvre, etc., a pu la supplanter, elle qui était celle que le marquis, je crois le marquis de la Fare appelait la sultane reine, qui était si tapageuse, si éblouissante, si spirituelle. Alors c'est vrai que, comme nous le dit Primi Visconti, elle avait perdu beaucoup de sa beauté au tournant des années 1670-1680, mais ça n'empêche que la personnalité de Madame de Montespan a dû en prendre beaucoup sur la tête, de savoir qu'elle avait été supplantée par celle qu'elle devait considérer comme une simple servante. C'est ça. Puis le roi, Louis XIV, était un souverain très, très politique et très secret, avec une culture du secret. Et donc, manifester au grand jour la disgrâce de Madame de Montespan, c'était s'exposer à attirer l'attention des courtisans, de ses contemporains, sur l'affaire des poisons, il a tout fait, au contraire, pour l'étouffer. Et c'était aussi attirer l'attention sur sa nouvelle situation avec Madame de Maintenon. Et or, il a tenu à garder le caractère secret du mariage jusqu'à la fin. Et encore même sur son lit de mort, il se prend à pleurer alors qu'elle est dans la chambre, et il a un mouvement de recul en disant, il se ressaisit, mais on me voit pleurer en votre compagnie. Puis il se dit, bah, après tout le monde est au courant. Mais si vous voulez, jusqu'en 1715, il est dans cette idée qu'il faut encore maintenir le secret sur ce mariage. Alors donc 1683, ce mariage, Alexandre Maral, quelles preuves en a-t-on? Et les visiteurs, eh bien, qui vont parcourir cette exposition, quels documents pourront-ils voir? Alors, il n'y a pas d'acte de mariage, c'est un mariage secret qui s'est conclu de façon... on ne sait même pas le lieu. Hein. On suppose que c'est à Versailles, au retour de la cour qui revient de Fontainebleau le 9 octobre 1683. Ça aurait été possible que ça se passe à Fontainebleau aussi? Oui, mais en l'occurrence, on a mention par Ézéchiel Spanheim, donc qui est le diplomate germanique. Il note que l'archevêque de Paris était présent. Oui. Et donc, si l'archevêque de Paris est là, c'est plutôt dans son diocèse. Donc c'est à Versailles, tandis que Fontainebleau lui aurait échappé. Mais à condition que la mention d'Ézéchiel Spanheim soit exacte, hein, parce qu'après tout, il n'y était pas. Donc on ne sait pas. Il n'y a pas d'acte de mariage, il s'est conclu uniquement oralement. Simplement, ce qui est requis, c'est la présence des époux, la présence d'un ecclésiastique et d'un ou deux témoins, hein, c'est tout. Et donc ça ne s'est pas forcément déroulé dans une chapelle, ça peut être dans une pièce de l'appartement du roi. Alors en revanche, la seule preuve qu'on ait, mais elle est de taille, c'est la transcription par Madame de Maintenon elle-même, dans un de ses carnets secrets, d'une lettre que lui adresse en 1709 l'évêque de Chartres, dans laquelle il mentionne « Dieu a formé le lien qui vous unit ». Donc mention explicite venant de la plume d'un évêque, ça ne peut être que les liens du mariage. Il y a une autre lettre aussi qui est présentée, mais qui n'est pas de l'écriture de l'évêque lui-même, alors que là, ce document-là, c'est de l'écriture de Madame de Maintenon. Donc si elle l'a recopié, c'est qu'elle juge quand même que c'est un document important, authentique. Elle l'authentifie en le recopiant. Et ce document fait état du lien du mariage. Donc il y a eu mariage. Madame de Maintenon est donc entrée dans la famille royale. Elle a ainsi pour beau-frère monsieur et pour belle-sœur la princesse Palatine. Alors celle-ci ne l'apprécie absolument pas. On peut même dire qu'elle entretiendra une haine tenace à son égard. Pourquoi, si ce n'est par jalousie? On sait que la princesse Palatine était très proche de Louis XIV. Peut-être, c'est moi qui le dis, hein, je ne suis pas historienne, était-elle même amoureuse de ce roi solaire? Alors, quels étaient les propos de la princesse Palatine qu'elle tenait à l'égard de Madame de Maintenon, Mathieu Davignat?
C'est vrai que Madame Palatine a détesté dès le début Madame de Maintenon pour la bonne et simple raison que, tout comme Madame de Montespan, elle ne comprend pas comment cette fille, qui pour elle est sortie de la lie du peuple, puisse épouser le plus grand roi du monde. Et effectivement, on sait que Madame Palatine était potentiellement secrètement amoureuse de Louis XIV. Je ne suis pas tout à fait trompée. Et en tout cas, avait beaucoup d'inclination pour le roi. Et finalement, elle va charger cette pauvre Françoise Caron, devenue Madame de Maintenon, de tous les maux et l'accuser surtout de tout ce qui va mal dans le royaume, d'avoir, avec Louvois, fait l'incendie du Palatinat, etc. Et on a une haine qui va devenir exponentielle après le mariage qui va être fait entre son fils, donc le futur régent, et Mademoiselle de Blois, une des filles bâtardes de Louis XIV et de Madame de Montespan, mais qui est légitimée, et que Madame de Maintenon aurait, soi-disant, préparé. Et à partir de là, dans toute la correspondance de Madame, donc la belle-sœur du roi, on a des termes, que ce soit vieille ripopée, vieille ordure, vieille guenipe, vieille conne parfois, et tout cela sachant que ces lettres étaient ouvertes systématiquement et que le roi voyait ces insultes, que ça lui a valu des nombreuses disgrâces qui ont été retentissantes, notamment après la mort de Monsieur en 1701, et que finalement il va y avoir des conciliations où Louis XIV va demander à Madame de se réconcilier avec Madame de Maintenon, et il y aura des alliances de bonne loi, mais finalement, même après la mort de Madame de Maintenon en 1719, Madame Palatine mourra, elle, à la fin de l'année 1722, et elle aura cette haine tenace, puisque jusqu'au bout, en 1719, au moment où elle meurt, elle dit « la vieille conne est crevée », et on a de nouveau peut-être des réminiscences de tout ce que Madame de Maintenon lui aurait fait subir, et donc c'est un déferlement jusqu'à sa mort en 1722 sur Madame de Maintenon.